Tchou. Bonjour, chers auditeurs. Très heureux de vous retrouver pour ce premier hors-série. Et comme vous pouvez le constater, je suis en plein trekking dans la forêt amazonienne. Envoyé ici par mon boss pour me ressourcer, disait-il. Tu parles. Alors vous vous demandez certainement, mais que peut bien faire le capitaine Cinemax pendant les vacances? Eh bien c'est une question pertinente, je vous l'accorde, et à laquelle je vais tenter de répondre si j'arrive à sortir de cette jungle. Allez, suivez-moi. Nous sommes sur Edirolf, petite planète au climat tropical à 2 milliards d'années-lumière de la Terre. C'est ici, sur la plage de Mimia, que les voyageurs galactiques de tout l'univers viennent pour prendre du bon temps pendant les vacances, comme notre héros. Alors que Vic, l'intelligence artificielle, reste en orbite autour de la planète pour protéger le vaisseau du capitaine, Cinemax, lui, sirote tranquillement un Paradoxia. Un cocktail détonnant, sans alcool, provoquant un sentiment de bien-être total, dont une des substances ajoutées lors de la fabrication fait disparaître le stress. Et alors qu'il pensait être en paix pour boire et aborder quelques belles extraterrestres, Vic eut soudain une idée de génie. Excusez-moi, mademoiselle. Ah, loupé, j'ai toujours du mal à reconnaître un mâle d'une femelle chez vous. C'est super dur, surtout de dos. Vorpas unchinim. Je sais bien, je suis désolé. Je pourrais avoir un autre Paradoxia, s'il vous plaît? Merci. Monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais cela va faire plus d'1 mois que vous passez vos journées à siroter des Paradoxia. Il serait peut-être temps de retourner travailler, non? Je sais que la fin d'année 2017 a été éprouvante, mais je pense que vous vous êtes assez reposé, non? Je pense que tu es jaloux et que tu aimerais être à ma place. Tu peux me l'avouer, je ne te débrancherai pas. Parole d'honneur. Monsieur, je vous le répète, je ne suis qu'un programme. Je ne ressens pas ce genre de choses. Que tu dis? Ne me dites pas que ça ne vous manque pas de parcourir la galaxie en ma compagnie, de combattre les méchants, de fouiller dans les petites affaires des aliens pour ensuite les faire chanter. Un peu, c'est vrai. Vous voyez, je vous propose quelque chose. Vous faites un petit top flop des meilleurs et des pires films de l'année 2017, et dès la semaine prochaine, on reprend notre petite activité quotidienne. Un top flop? En février? C'est pas un peu tard? Les gens ont envie de savoir quels ont été les meilleurs et les pires films de 2017 selon leur capitaine. Peu importe quand, où et comment. Pourquoi pas? Bon, écoutez tous. Amis extraterrestres, touristes d'autres dimensions et voyageurs temporels, certains d'entre vous me connaissent de réputation. Pour les autres, je me présente. Je suis le capitaine Cinemax. Pour mes auditeurs terriens, je vais faire une sorte de petite conférence enregistrée sur cette plage. Alors, si vous avez envie de connaître mon avis sur les films sortis en 2017, je vous invite à vous installer confortablement sur un transat et à m'écouter attentivement. Profitez-en, d'habitude, je fais payer ce genre de prestations. Vic, balance le générique. Avec grand plaisir, monsieur. Ça m'avait manqué. Il a traversé toute la galaxie et affronté 1000 dangers, Mais bon Dieu, t'es qui, toi? traquant la moindre petite news afin de sauver notre monde d'une pénurie d'informations cinématographiques. Bienvenue dans un nouveau monde. Amoché, mais vivant, il est de retour cette semaine avec le meilleur de l'actualité cinéma. Ladies and gentlemen, un triomphe pour votre sauveur, Loïc Marie. Bonjour. Nous sommes tous particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui. Incroyable. On commence quand? On vient de commencer. Tout le monde est à son aise? Bien. Commençons avec le top 5 des pires longs métrages de 2017. Numéro 5, Justice League. Le monde entier pleure toujours la mort de Superman. Les actes de violence, de guerre et de terrorisme se multiplient. J'ai fait un rêve. C'était la fin du monde. On demande à des gens qu'on ne connaît pas de risquer leur vie. Le monde a besoin de Superman. Je lui ai fait une promesse. C'est pour ça que je vous ai réunis. Je ne vais pas m'attarder très longtemps sur le film, je l'avais déjà évoqué l'année dernière dans une de mes émissions.
Pour faire court, la réunion des super-héros de chez DC Comics est un ratage complet. Absolument rien ne fonctionne dans ce film, que ce soit du côté du scénario, des dialogues, de l'humour, des interactions entre les personnages et même de l'action. En effet, Justice League s'est contenté d'un schéma formaté qui ne séduit plus. Le scénario est atrocement fade à tous les niveaux. Le vilain est très vilain et veut voir la planète réduite en cendres, l'introduction des personnages d'Aquaman, The Flash et Cyborg sont ratées, les origines de Cyborg ont même été coupées au montage, ce qui ne permet pas de se sentir émotionnellement investi dans la souffrance qu'il peut ressentir, les dialogues sont une véritable purge et l'humour omniprésent et lourdingue de Flash ne fonctionne pas du tout. Jason Momoa, Ray Fisher et Ezra Miller, qui incarnent respectivement Aquaman, Cyborg et Flash, n'ont absolument pas le charisme nécessaire pour jouer des personnages aussi emblématiques de la Justice League, des erreurs de casting qui sur le long terme risquent de poser quelques problèmes. Côté action, avec un budget de 300 millions de dollars, on était en droit de s'attendre à autre chose qu'une soupe insipide d'explosions sur fond vert. Et Zack Snyder commence réellement à me gonfler avec ses tons grisonnants et ses couleurs poussiéreuses pour se donner un style. Ah si, avec Justice League, il s'est essayé au rouge brique post-apocalyptique et c'est encore plus moche que le gris dépressif. Là où le premier Avenger proposait 45 minutes intenses d'action lors de la bataille de New York dans son finale, avec de réelles ambitions artistiques et d'interaction entre les héros, Justice League n'a offert qu'une pauvre baston d'une dizaine de minutes, rythmée par une tension et un suspense inexistants. De la réalisation à la mise en scène, en passant par des effets spéciaux bâclés, Justice League a été une belle déception et la Warner s'en mord aujourd'hui les doigts. Numéro 4. Les derniers Jedi. Quelque chose sommeillait en moi depuis toujours. Ça s'est réveillé. Et j'ai besoin d'aide. Je n'avais senti une telle énergie à l'état brut qu'une seule fois. Je n'en avais pas eu assez peur alors. Aujourd'hui, elle m'effraie. Laisse mourir le passé. Tue-le. S'il le faut. C'est la seule façon de devenir ce que tu dois être. Ouh, le mauvais film. Pas pire que Justice League, mais pas une merveille non plus. Premier gros souci de ce 8e opus, la démystification totale des scènes cultes entre guillemets ou des personnages introduits dans le réveil de la force par J.J. Abrams. Rian Johnson se fout en effet complètement du travail de son prédécesseur, un peu comme un nouveau président qui viendrait foutre la merde dans le travail accompli par l'ancien gouvernement, vous voyez le genre. Utnisiem Trump Kadipoun Obama. Exactement, un peu comme Donald Trump avec Barack Obama. Bien vu l'ami. Alors je peux comprendre cette volonté de vouloir imposer sa propre patte, mais ici c'est beaucoup trop maladroit pour faire penser à autre chose que de la fainéantise et du foutage de gueule. Les derniers Jedi, et on peut le constater dès aujourd'hui, c'est totalement le genre de film qui divisera les gens. Ceux qui n'ont pas aimé le Star Wars d'Abrams adoreront celui de Johnson, car il prend un malin plaisir à déconstruire tout ce que JJ a intégré dans sa nouvelle trilogie, et ceux qui ont détesté le réveil de la Force trouveront les partis pris de Rian Johnson très intéressants. Je parle de démystification, de déconstruction, et cela se voit pratiquement dès le début du film avec la scène entre Luke Skywalker et Rey. Souvenez-vous, à la fin de l'épisode 7, Rey retrouve Luke sur une planète isolée et le film se termine alors qu'elle lui tend son sabre laser. Un coup de génie de la part de J.J. Abrams, le seul malheureusement, car finir sur une tension dramaturgique comme celle-ci apportait une certaine excitation quant à la suite. Mais c'était sans compter sur ce bon vieux Rian Johnson. En effet, lorsqu'on retrouve Rey tendant le sabre à Luke, la salle frissonne, tout le monde est accroché à son siège attendant la réplique culte, ce dernier le prend et le jette. Première démystification absurde sous couvert de vouloir faire un peu d'humour. Surtout que les dialogues entre Rey et Luke sont affreusement mal écrits et n'ont pas le caractère symbolique qu'ils étaient censés avoir. Le Luke boudeur et grognon est très mal interprété alors que les sentiments de doute auraient dû être davantage mis en avant car c'est là que Mark Hamill brille vraiment. Et c'était aussi l'un des thèmes principaux du film. Rian Johnson passe donc complètement à côté de son sujet. Vient ensuite le personnage de Snoke, personnage ultra iconisé dans le set qui avait donné lieu à des théories toutes plus folles les unes que les autres. Les fans auront perdu leur temps et leur énergie à théoriser sur son identité puisque Rian Johnson n'a pas fait dans le détail en tuant ni plus ni moins le personnage le plus mystérieux de cette nouvelle trilogie. Du coup,
Eh bien, on sait pas d'où vient Snoke, qui il était avant, pourquoi il a choisi Kylo Ren comme apprenti, ni comment et dans quel but. Achar Fruziapof. Je suis d'accord, ça n'a aucun sens. Mais ce n'est pas le pire, loin de là. La façon dont meurt Snoke était d'une absurdité telle qu'on se demande comment ce mec a pu finir maître Sith et leader suprême d'une flotte galactique. Enfin, le pauvre Captain Phasma en a eu aussi pour son grade. On pensait que le personnage aurait une storyline plus développée dans ce nouveau volet, malheureusement, ça ne sera pas le cas puisqu'elle aussi périra. De façon moins absurde, certes, mais encore un protagoniste introduit pour rien et dont on ignorera le background. D'autant que la relation entre elle et Finn était vachement prenante. D'un côté, l'ancien Stormtrooper qui se rebelle contre le système, et de l'autre, Captain Phasma, convaincu que la façon de penser de l'Empire est la bonne. Ce côté sectaire avait des choses à raconter, la bâcler de cette manière est un peu idiot. Quant au scénario, rien de nouveau sous le soleil de Jakku. Empire contre rebelle, point. Les 4 séquences majeures du film n'ont strictement aucun intérêt puisque sans enjeu majeur. Et ces 4 séquences sont longues, mais longues, c'est d'un ennui. Surtout celle avec le vaisseau transportant les rebelles et Leila. Quelle purge! Pourquoi passer autant de temps à vouloir créer des tensions alors qu'on sait pertinemment qu'absolument rien de dramatique pour les personnages principaux à bord ne se produira? C'est un des autres problèmes de ce 8e épisode, c'est que tout est téléphoné, on voit la plupart des rebondissements venir à des kilomètres. De plus, les scènes de combat n'ont aucune envergure, qu'elles soient spatiales ou au sabre laser. D'ailleurs, Rian Johnson ne s'est pas trop cassé la nénette puisqu'il y a 2 séquences d'action majeures sur 2h30 de film et elles durent en moyenne 5 minutes grand max. Concernant les personnages, bon, Kylo Ren ne sera jamais reconnu comme l'un des plus grands méchants du 7e art, son interprétation est pitoyable comme ses états d'âme de gosse. Quant à Daisy Ridley, des cours de comédie ne lui feraient pas de mal. Je trouve cette actrice vraiment moyenne et peu charismatique. En fait, son rôle est assez casse-gueule puisque non seulement elle doit endosser le rôle de héros, sauveuse de la galaxie, mais également être la digne héritière d'Han Solo. Et n'est pas Harrison Ford qui veut. Toutes ces scènes avec Chewbacca sont assez médiocres et on ne ressent aucune alchimie entre eux, on se demande alors quelle est l'utilité de Chewie dans cette nouvelle trilogie, mais on reviendra sur ce point dans un court instant. Concernant la révélation de Rey, là aussi, Rian Johnson livre une confidence bien décevante. On apprend donc que ses parents n'étaient que de simples vendeurs sur Jakku, et cela a fini de faire taire toutes les rumeurs sur un possible lien de parenté avec la famille Skywalker ou Kenobi. Certains ont trouvé la rupture intéressante, pour ma part j'ai encore du mal à me dire si c'est vraiment un parti pris scénaristique pour créer une rupture ou simplement la flemme de trouver et développer une histoire autour de Rey. Les 2 autres personnages principaux que sont Finn et Poe Dameron n'apportent rien à l'intrigue. Je trouve leur impact sur cette nouvelle trilogie limité et leur développement personnel est pour le moins inexistant. Il y avait mieux à faire, notamment avec Finn et sa dualité avec le camp de l'Empire et le Captain Phasma. Restera alors la nostalgie de revoir Luke, Leila, R2-D2, C3PO et Yoda qui nous rappellent qu'à une époque, Star Wars avait de la gueule. Cependant, je dois avouer que les voir relayés au second plan alors qu'ils ont tous largement contribué à faire tomber l'Empire dans la trilogie originale me fend le cœur. Mais bon, introduire des BB-8 côté marketing, c'est plus rentable qu'un vieux R2-D2. Seulement, dans les derniers Jedi, BB-8 est plus sous-exploité et moins drôle que dans le Réveil de la Force, dommage. Je vais m'arrêter là, il y aurait encore énormément de choses à dire sur Star Wars Les Derniers Jedi, mais si vous souhaitez en débattre dans les commentaires, je serai ravi de me joindre à vous pour échanger. Numéro 3. Valérian et la cité des 1000 planètes. Luc Besson, active au poste raclé. Luc Besson vous a caricaturé dans le 5e élément et vous lui en voulez encore? Je peux comprendre. Cela dit, il s'est quand même rattrapé avec Valérian. Franchement, Rihanna en extraterrestre, elle est jolie, non? Kadum. Un affront? Pourquoi? Rihanna flactique, spum adil, plukum, kadum go. Oui, et je suis d'accord, elle ne sert à rien, mais n'empêche qu'elle n'est pas désagréable à regarder. Mais j'enchaîne, je ne veux pas me mettre toute une plage d'extraterrestres à dos. Bienvenue sur Alpha, la cité des 1000 planètes, où pendant des centaines d'années, toutes les espèces ont partagé leurs connaissances et leur intelligence en harmonie. Un vrai paradis. Après des siècles de paix et de prospérité, une force inconnue veut détruire tout ce que nous avons créé. Agent Valérian et Laureline, vous avez moins de 6 heures pour localiser la menace et l'éliminer.
Visuellement très abouti, même si les plans survolés de certaines villes ne servent aucun propos, certains endroits ne sont absolument pas exploités comme ils le devraient, le film de Luc Besson n'a certes pas été la catastrophe annoncée par les médias, notamment américains, mais reste une production très moyenne. Je ne vais pas m'étaler trop sur le sujet, jeu d'acteur médiocre, aucun développement personnel et émotionnel pour les personnages de Valérian et Laureline, traitement des protagonistes secondaires et des figurants inexistants, tout comme l'action dont les rares séquences sont extrêmement mal filmées, scénario pas incohérent mais trop basique pour créer des enjeux dramatiquement poignants et qui auraient mérité d'être recentrés, et des dialogues clichés et d'une ringardise à en faire crever l'Académie des Oscars par indigestion. Non, je voudrais simplement faire part de mon inquiétude. On ne peut pas reprocher à Luc Besson d'essayer. C'est peut-être le seul cinéaste français à sortir de sa zone de confort et proposer autre chose que des comédies bas de gamme, même si sa société en produit quelques-unes. Mais Valérian et la Cité des 1000 planètes pourraient mettre fin à une ambition qui n'a même pas eu de prémisse. En effet, les sociétés de production françaises sont déjà peu enclines à vouloir tourner ce genre de long métrage, mais avec cet échec, j'ai bien peur que la SF en France ne s'en relève pas et ne s'éteigne pour toujours. Les producteurs français avaient déjà un énorme balai dans le cul, mais alors là, ils auront carrément un manche d'aspirateur. Numéro 2. Robin des Bois, la légende d'Excalibur. Pourquoi les eaux se sont-elles retirées? Pourquoi l'épée se révèle-t-elle aujourd'hui? Ton pouvoir croissant augmente également celui de tes opposants. L'homme né roi viendra. Comme Robin des Bois, le mythe du roi Arthur a maintes et maintes fois été adapté, que ce soit pour la télévision ou le cinéma. De la comédie avec Kaamelott ou Monty Python, Sacré Graal, en passant par des dramas sérieux comme l'adaptation d'Antoine Fuqua en 2004, le roi Arthur est l'une des légendes anglo-saxonnes qui inspire le plus les cinéastes, dont Guy Ritchie qui revenait en 2017 avec sa version du mythe, une production d'heroic fantasy, un genre peu populaire au cinéma comme le prouvent les échecs répétés ces 10 dernières années d'Eragon, Solomon Kane ou encore le 7e fils, même si des exceptions existent bien sûr telles que la saga du Seigneur des Anneaux. Cependant, avec Guy Ritchie à la réalisation, aucun doute n'était possible, cette énième adaptation serait une réussite. Sa propre patte lui permettrait de proposer une nouvelle version intéressante du mythe du roi Arthur, j'en veux pour preuve ces 2 Sherlock Holmes. Outre la mise en scène très travaillée, ce dernier avait su également réinventer un personnage, lui aussi 1000 fois adapté. Pourtant, à la manière d'un Zack Snyder, Guy Ritchie s'enferme dans un style sans prendre de risques ni se renouveler. Son agent très spéciaux Code Uncle n'avait pas été une réussite, que ce soit visuelle ou scénaristique, malgré quelques bonnes idées. Et avec le roi Arthur, la légende d'Excalibur, Guy Ritchie s'enfonce un peu plus dans des mises en scène calibrées et sans saveur. Pire, il fait du personnage du roi Arthur un beau gosse simplé aux muscles saillants, sans but, cliché du héros volage, inconscient et arrogant. Une réinvention miteuse alors que la parti pris de faire évoluer le roi Arthur dans un monde fantastique, une réinvention miteuse alors que le parti pris de faire évoluer le roi Arthur dans un monde fantastique où se rencontrent créatures maléfiques, démons, dragons et autres sorciers aurait pu donner un coup de jeune à la fois à un personnage culte mais aussi à une légende un peu vieillissante qui regorge pourtant encore de mystère et de magie. Numéro 1. La Grande Muraille. La Grande Muraille est le seul rempart qui protège le monde. Sainte Mère de Dieu. Que veulent-ils? Se nourrir. On finit ce top 5 avec du lourd, du très lourd, un AV interdimensionnel, comme diraient certains amis aliens que j'ai pu rencontrer lors de mes nombreux périples. Bis à vous les jumeaux Martrovix. Besos amigos. La Grande Muraille. Alors vous allez me dire, mais que vient faire Matt Damon dans cette galère ? Entre nous, j'en sais foutre rien. Ce n'est pas réellement de sa faute, ni même celle du réalisateur chinois Zhang Yimou, mais plutôt celle de sa collaboration avec Hollywood. Eh oui, La Grande Muraille est un film américano-chinois et la première collaboration entre Yimou et les studios d'outre-Atlantique, qui n'a pas dû être à l'avantage du cinéaste. On ne voit en effet à l'écran qu'un énième blockbuster américain ultra formaté et aucune ambition de ne proposer autre chose qu'un AV estival comme seuls les Américains savent les produire. À aucun moment je n'ai senti la patte de Zhang Yimou devant moi, sauf peut-être dans les plans aériens où le spectateur pouvait admirer l'étendue des contrées chinoises.
Et pourtant, avec Tony Gilroy au scénario, on s'attendait à un peu mieux. Le scénariste de la trilogie Jason Bourne et Star Wars A Rogue One Story n'a proposé qu'une succession de clichés et de facilités scénaristiques, à tel point qu'on se demande si le bonhomme n'avait pas besoin d'argent rapidement. Oh ça va, moi aussi j'ai le droit de balancer des petites piques idiotes comme ça. Une production décevante donc à tous les niveaux, qui aura au moins eu le mérite de vouloir inventer un mythe autour de la muraille de Chine. Pour conclure, voici une petite compile des films bien pourris de 2017 qui auraient pu faire partie de ce top 5. Bewatch, Alerte à Malibu, La Momie, Underworld, Blood War, Power Rangers, Alien Covenant, Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar et Transformers, The Last Night. Top 5 des meilleurs films de l'année 2017. Numéro 5, Le Crime de l'Orient Express. Je sens quelque chose de malfaisant dans ce train. Un passager est mort. Alors ils ont fini par l'avoir. Vous pensez qu'il a été tué? Non, mais il était en excellente santé et il avait des ennemis. En effet, il a été assassiné. Quelqu'un est venu fouiller dans ma cabine en plein milieu de la nuit et personne n'a voulu me croire. S'il y a eu un meurtre, alors il y a un meurtrier. Le meurtrier est parmi nous. Et chacun de vous est suspect. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Hercule Poirot et je suis sans doute le plus grand détective du monde. Kenneth Branagh est un excellent réalisateur. Outre un sens de l'esthétique prononcé comme on peut le voir dès le début du film avec sa représentation en décor réel et virtuel de Jérusalem et d'Istanbul des années 30, c'est surtout le brio de sa mise en scène que l'on retiendra du Crime de l'Orient Express. Il est extrêmement difficile de filmer un thriller dans des espaces confinés comme un train et Kenneth Branagh a réussi à rythmer toutes ces séquences-là de manière astucieuse avec par exemple des plans séquences et un montage dynamique qui permet de ne pas sentir que tout le monde se marche sur les pieds. Car dans ce train, une dizaine de personnes cohabitent et le challenge était de trouver un compromis entre l'oppression que doit ressentir le spectateur dans ce genre de thriller à huis clos et une mise en scène qui peut vite paraître brouillonne, liée justement à l'espace restreint et le monde qui y circule. Outre la réalisation, Kenneth Branagh est également un interprète de grand talent. Son Hercule Poirot est d'une justesse incroyable et on sent que ce dernier vient du monde du théâtre. La façon dont il s'exprime, se déplace est très théâtrale et donne l'impression qu'on assiste non pas à un film, mais à une pièce de théâtre sur grand écran. Un aspect qui donne au Crime de l'Orient Express un cachet certain. Numéro 4, Get Out. T'as pas oublié ta brosse à dents? Non. T'as pris des fringues confortables? Ils savent que je suis black. Quel intérêt? Je t'ai jamais vu comme ça, mon frère. Réunion de famille, escapade à la campagne. Vous êtes d'où? Vous habitez en ville? Oui, on est juste parti pour le week-end. Permis de conduire, s'il vous plaît. C'est pas lui qui était au volant? J'ai pas demandé qui était au volant, je contrôle son identité. Nous avons engagé Georgina et Walter pour s'occuper de mes parents. Quand ils sont morts, je n'ai pas eu le cœur de m'en séparer. Est-ce que tu fumes devant ma fille? Je vais arrêter de fumer. Elle va t'en débarrasser. Par hypnose. C'est bon, je crois que ça va aller. Apparemment, il y a plein de frères qui sont portés disparus dans le coin. Ça fait plaisir de voir un frère ici. Tire-toi. Pardon? Hey. Tire-toi! Rose, faut qu'on se tire. Qu'est-ce que t'as? Rose, les clés. Je sais plus où elles sont. Rose! Premier film du réalisateur Jordan Peele, Get Out est un thriller horrifique avec beaucoup d'atouts. Outre les questions raciales abordées dans le film, Get Out offre aussi des réflexions intéressantes sur la science et l'immortalité, mais aborde également des thèmes comme les traumatismes liés à l'enfance, la manipulation mentale, le développement personnel, la richesse, la trahison ou encore l'amitié. Doté d'une mise en scène particulièrement malaisante, Get Out séduit surtout par ses rebondissements inattendus et son humour de situation parfois imprévu, déroutant et subtil. Jordan Peele venant du monde de la comédie, il n'est pas étonnant que des petits traits d'humour soient parsemés ici et là dans sa production, mais l'humour présent se fait toujours au service d'un propos, sans jamais être lourdingue. L'aspect horrifique, quant à lui, n'est pas le point fort de cette production, mais je me demande si c'était réellement le but recherché du film. A l'instar de Cure for Life sorti également cette année, Get Out a misé sur d'autres caractéristiques telles que le suspense et l'angoisse que sur la peur en elle-même. En effet, leur but n'était pas d'effrayer ou de faire hurler le spectateur, mais de l'oppresser pour qu'il se sente émotionnellement plus investi par ce que vit le personnage de Chris Washington, et c'est d'autant plus effrayant et captivant.
Des sentiments possibles grâce à une réalisation, je le disais, malaisante, mais aussi étouffante. L'environnement et les choix scénaristiques permettent en effet de créer cette ambiance particulière. Numéro 3, John Wick 2. Vous n'avez aucune idée de ce qui va arriver. Vous voulez la guerre? Ou vous voulez juste me filer un flingue? Qui que ce soit, je les tuerai tous. L'homme, le mythe, la légende. John Wick. T'es pas très doué pour savourer ta retraite. Pourtant, j'y travaille. En termes de films d'action pure, la saga John Wick surpasse de très loin tous les films de ces 17 dernières années. Keanu Reeves est au sommet, son aisance et sa maîtrise dans les différents arts martiaux et maniement des armes à feu qu'il pratique depuis des années apportent à John Wick un caractère unique, notamment dans le montage du long métrage. En effet, cela permet au film d'avoir de nombreux plans séquences sans cut, une fluidité appréciable dans ce genre de scènes qui, en plus, sont extrêmement bien cadrées, notamment les scènes de combat au corps à corps tournées sur la technique du shaky cam. Un procédé brouillon qui pullule et gangrène le cinéma d'action et ne permet pas d'apprécier le corps dans son ensemble, ni toute la subtilité des mouvements chorégraphiés. Les chorégraphies de combat d'ailleurs sont millimétrées à la seconde près et d'une précision chirurgicale, et c'est d'autant plus impressionnant quand on sait que celles-ci sont tournées en une seule prise. Chad Stahelski a également des idées de mise en scène brillantes et efficaces, celle dans le métro où John Wick et un des agents qui le poursuit se tirent discrètement dessus avec des silencieux en marchant tranquillement chacun de leur côté à travers la foule étant celle la plus marquante, surtout pour la cocacité de la situation. Numéro 2, La La Land. Je l'admets, j'ai été un peu brutal. Brutal. D'accord, un vrai con. Vous n'avez pas une petite pause de prévu? Je termine dans 10 minutes. J'aurai mon propre club. On pourra jouer tout ce qu'on voudra, quand on voudra. Tu pourrais écrire tes propres rôles. Tu n'es pas qu'une simple actrice. Il faut savoir que je ne suis pas un grand fan de ce genre de production musicale, mais l'enthousiasme des gens et la critique autour du film en début d'année a piqué ma curiosité. Et finalement, j'ai pris un énorme kiff en voyant ce film. La La Land, c'est du grand cinéma. Influencé et bourré de références, certes, mais qui a sa propre marque, ses propres caractéristiques laissées par le réalisateur Damien Chazelle. Rien n'est laissé au hasard dans cette production, l'histoire, les dialogues, la direction des acteurs, les chorégraphies, la musique, le choix des costumes et des couleurs, le montage, tout est pensé dans les moindres détails et c'est ce qui en fait, selon moi, l'un des meilleurs films de 2017. Le speech, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sébastien, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent. Le destin va cependant réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions et à la vie trépidante d'Hollywood? Voilà l'histoire de La La Land qui peut paraître simpliste aux premiers abords, mais qui se révèle plus complexe que cela. Outre ses références aux grands classiques des films musicaux comme Les Demoiselles de Rochefort ou Singing in the Rain, pour ne citer que, La La Land est avant tout une histoire d'amour qui ne tombe jamais dans le cliché. Bien que sa deuxième partie ressemble à un rebondissement de comédie romantique classique, le film prend le contre-pied dans son dénouement final, donnant une caractéristique unique aux happy endings qu'on a le droit à chaque film hollywoodien de ce type. Le film ne se perd jamais et comme on vient de le voir, quand elle le fait, c'est pour ensuite mieux nous surprendre. La La Land se construit donc de manière intelligente au travers des 4 saisons, de passion et des dialogues très riches et travaillés, alors que le film dépeint dans le même temps une réalité sombre du rêve américain et la difficulté de survivre dans un monde où les codes, les goûts et la mode changent très vite et où l'inculture met en péril certains projets. Cela, on le voit notamment à travers le personnage de Sébastien, interprété par Ryan Gosling, et sa passion pour le jazz et son projet de monter un bar jazz.
De plus, La La Land est l'exemple type d'un montage parfait. Non seulement le montage permet au film d'avoir une continuité temporelle, mais retranscrit aussi l'état d'esprit des protagonistes à la perfection en jouant sur les perspectives. Ainsi, la réalisation et le montage se complètent, ce qui est assez rare dans les films d'aujourd'hui. Enfin, l'optimisation de l'espace lors des prises de vue est également conservée dans quasi l'ensemble des plans, notamment celle des scènes de danse, offrant des plans séquences sublimes et entraînant alors le spectateur dans une valse exaltante. Et le meilleur film de l'année 2017 est Seul. Maman! Y'a quelqu'un! Ah! Hey! Bédou, vous avez vu quelqu'un? Tu crois que c'est quoi? Virus? Comme dans Walking Dead. Salut. C'est comme ça partout, dans toute la ville. Y a plus personne nulle part. Si vous voulez me suivre, c'est maintenant. C'était quoi, putain? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas seul. Allez, allez! On va partir. On va quitter la ville. Je veux pas surdramatiser, mais j'ai jamais vu un truc pareil. Cette année, le cinéma français a pris des risques en produisant 2 productions à l'américaine, Valérian, La Cité des Mille Planètes et Seul, 2 adaptations de BD franco-belges. Si Valérian a été une véritable déception, il ne faut pas oublier Seul, un teen movie post-apocalyptique, un genre très rare en France. Alors certes, le film de David Moreau n'est pas exempt de maladresse scénaristique et l'interprétation des jeunes acteurs laisse parfois à désirer, mais le long métrage est une bouffée d'air frais dans un paysage cinématographique français pollué par d'incessantes comédies franchement passables. Je voulais donc saluer la prise de risque et espère sincèrement qu'une suite verra le jour, car Seul a des atouts visuels indéniables et une direction artistique très intéressante, voire même ambitieuse. Cela démontre que la France a un savoir-faire dans le domaine de la science-fiction et du post-apo, et même si ce genre de production connaîtra encore des échecs, je pense que les producteurs français ne devraient pas en avoir peur. Il y a même un créneau à prendre, de la science-fiction et du post-apo de films d'auteur. Aux États-Unis, on privilégie en effet les effets spéciaux à la qualité scénaristique. En France, on pourrait peut-être tenter l'inverse. Problème, le public. Seul a coûté 6,7 millions d'euros et en a rapporté la moitié moins. Un triste bilan. L'échec de Seul peut s'expliquer pour 3 raisons. L'américanisation du mode de consommation cinématographique et le surmarketing infernal qui engouffre les petites productions françaises de ce type, le manque de promotion autour de Seul, mais également le public français qui n'est peut-être pas assez éduqué et préfère les grosses explosions à l'américaine. On l'a bien vu l'année dernière avec Arès, pourtant encensé par la critique, mais qui fut un échec commercial cuisant. Voilà pour le top 5, mais je tenais également à donner quelques mentions honorables pour l'année 2017 et je citerai donc Quelques minutes avant minuit, Logan, Split, Tous en scène, Baby Driver et Coco qui méritaient bien qu'on les évoque. Achamus Kaliba. Ah, toi aussi tu vas me manquer Ortiz, mais t'inquiète pas, on se revoit en décembre. Oh, une bouteille de Paradoxia. Merci Draxi. Vic, téléporte-moi à bord du vaisseau. À bientôt les amis. Bienvenue chez vous, monsieur. Enfin, chez nous. Merci Vic. Où va-t-on? Voir un vieil ami. J'ai entendu dire que les studios Universal avaient rapatrié des documents confidentiels sur la planète Vassior. Et on aura besoin de son aide pour les récupérer. Cap sur Vassiore.